Le soleil, telle une pièce de monnaie pâle dans un ciel couleur éteint vieilli, projetait de longues ombres fragiles sur la rue principale poussiéreuse de Harmony Gulch. L'hiver s'était installé pour de bon, rongeant les fondations des bâtiments, et le moral des hommes et des femmes blottis les uns contre les autres pour se protéger du froid implacable. À l'intérieur de la salle communale, où se déroulait la vente aux enchères caritatives annuelles de Noël, l'air était chargé de l'odeur de la laine humide, de la fumée de bois et d'un léger sentiment de malaise. Ming se tenait tranquillement près de son panier, une offrande de tissé enveloppée dans un humble tissu de lin usé, les mains fermement jointes devant elle. Sa robe grise des prairies, raccommodée d'innombrables fois, semblait absorber le peu de lumière qui osait tomber sur elle, faisant d'elle un exemple de résilience tranquille au milieu de cette foule bruyante et autosatisfaite. Le plancher rugueux en bois brut sous ses bottes vibrait sous les pas des habitants du village, leur visage rougi par le cidre et une fausse chaleur qui ne s'étendait pas à elle. Elle regardait les autres paniers remplis de tartes et de conserves, de courtes pointes et d'autres objets artisanaux, trouver des acheteurs enthousiastes, leurs propriétaires rayonnant de la satisfaction d'une bonne action reconnue. Chaque applaudissement, chaque prix crié était un petit coup de poignard, un rappel de son existence solitaire en marge de cette communauté. Un lourd silence suivit l'appel du commissaire-priseur pour son offrande. Un silence si profond qu'il engloutissait les murmures et les chuchotements habituels. Le commissaire-priseur, un homme corpulent nommé Silas, s'éclaircit la gorge, son regard glissant sur Ming, comme si elle était un fantôme hantant les bords de la pièce. Ensuite, mesdames et messieurs, nous avons un panier provenant de... Eh bien, c'est un panier. Sa voix s'éteignit, chargée d'un mépris tacite qui résonna bruyamment dans le vide soudain. Ming sentait la chaleur familière lui monter au cou, une chaleur qui n'avait rien à voir avec le feu qui rugissait dans la cheminée. Elle avait consacré des jours entiers à la confection de son panier, sélectionnant les meilleures herbes de son petit jardin soigneusement entretenu, les broyant pour en faire des thés parfumés et puissants, et cuisant un pain épicé et dense qui témoignait des traditions culinaires de son pays natal. C'était une partie d'elle-même, offerte avec soin, un pont qu'elle espérait pouvoir enfin jeter par-dessus le vaste gouffre de leur indifférence. Mais personne ne bougea d'un pouce dans sa direction. Personne ne croisa son regard. Le silence s'étira, devenant palpable, lourd et suffocant. Ce n'était pas seulement l'absence d'offres, c'était l'absence de reconnaissance, de connexion, de toute chaleur humaine à son égard. Sa poitrine se serra, une douleur familière s'épanouissant juste sous ses côtes. C'était le rituel de son existence ici, offrir et être discrètement, ostensiblement refusé. Le poids d'innombrables rejets de ce genre pesait sur elle, courbant ses épaules un peu plus, mais sans jamais briser son moral. Elle était une étrangère, depuis toujours et pour toujours, une figure solitaire face au flot incessant de leur mépris collectif. Pourtant, elle restait immobile, refusant de se retirer complètement de cette arène de cruauté silencieuse. L'idée de simplement s'en aller, de prendre son offrande indésirable, et de se fondre à nouveau dans l'anonymat solitaire de sa petite cabane à la périphérie de la ville, était très tentante. Mais une détermination obstinée forgée par des années de difficultés la maintenait clouée sur place, attendant la déclaration finale et inévitable de son inutilité à leurs yeux. Elle ne leur accorderait pas la satisfaction de la voir s'enfuir. Pas complètement, pas encore. L'humiliation était une sécheresse amère, mais elle avait appris à l'avaler avec une dignité tranquille qui lui était propre. Le soupir collectif dans la salle était presque palpable, tandis que Silas, avec un haussement d'épaules dédaigneux, passait à l'article suivant, un châle tricoté à la main par Madame Henderson, qui suscita immédiatement une vague d'enchères enthousiastes. Ming resta là, sentinelle silencieuse, son panier toujours intact, monument à leur rejet collectif. L'énergie vibrante de la vente aux enchères circulait autour d'elle, un flot de voix et de rires qui évitait méticuleusement son petit tourbillon de solitude. Elle pouvait sentir les regards en coin, les chuchotements qui la suivaient comme des ombres. Ils n'étaient pas malveillants dans leur intensité, mais plutôt froids et curieux. Une évaluation distante d'une anomalie qu'ils ne pouvaient tout à fait concilier avec leur monde bien ordonné. Ses yeux, cependant, n'étaient pas fixés sur le spectacle fugace de la vente aux enchères, mais plutôt sur les grains de poussière qui dansaient dans les rayons de lumière filtrant à travers les hautes fenêtres,
chaque particule étant un petit monde éphémère en soi, tout comme sa propre existence isolée. C'est dans ce moment de profonde résignation silencieuse que la lourde porte au fond de la salle s'ouvrit en grinçant, laissant entrer une nouvelle bouffée d'air glacial et une nouvelle présence. Joshua entra, secouant une fine couche de neige du bord de son chapeau à large bord. C'était un homme bâti pour les vastes étendues impitoyables de la terre, mince et solide, au mouvement délibéré et sans précipitation. Son manteau en peau de mouton, usé et marqué par d'innombrables saisons, drapait ses larges épaules, et ses yeux, d'un bleu clair saisissant, semblaient embrasser toute la pièce d'un seul regard, sans ciller. Il n'avait pas l'air jovial habituel des habitants de la ville, ni l'anxiété pressée de ceux qui cherchaient à faire une bonne affaire. Il dégageait une certaine sérénité, une qualité terre-à-terre qui le distinguait, même des autres éleveurs qui fréquentaient ces rassemblements. Alors que le brouhaha de la vente aux enchères se poursuivait, momentanément ininterrompu par son entrée, Joshua se dirigea tranquillement vers le fond de la salle, son regard se posant finalement sur Ming. Il la vit vraiment, non pas comme le prolongement d'une rumeur ou une curiosité à ignorer, mais comme une femme seule, la tête haute malgré la fronte tacite. Il vit la robe grise de prairie, dont le tissu modeste en disait long sur une vie menée avec une frugalité prudente, et le panier posé là, abandonné, visiblement ignoré. Un léger pli apparut entre ses sourcils, une question silencieuse dans le fond de son regard. Il n'était pas venu pour la vente aux enchères, pas vraiment. Il envoyait généralement son contremaître chercher des provisions, préférant la solitude tranquille de son ranch à l'agitation souvent bruyante des rassemblements en ville. Mais aujourd'hui, une petite réparation à effectuer sur une roue de charrette l'avait obligé à se déplacer en personne, un voyage qui l'avait conduit de manière inattendue dans ce tableau de désespoir silencieux et d'indifférence collective. Il regarda, les mains enfoncées dans ses poches, un autre panier être vendu pour une somme importante, les cris joyeux du commissaire-priseur résonnant dans la salle. Puis son regard revint sur Ming, sur ses épaules toujours imperturbables, sur sa mâchoire crispée, presque invisible. Sa posture racontait une histoire, celle d'une épreuve endurée et d'un esprit inflexible qui résonnait au plus profond de lui. Une compréhension silencieuse qui transcendait le fossé entre leurs mondes différents. Il ne voyait pas la veuve chinoise que les murmures avaient évoquée, mais simplement une personne mise à nu par l'indifférence froide des autres, refusant pourtant obstinément de s'effondrer. Il s'attarda un instant, observateur inhabituel et silencieux dans une pièce remplie de gens trop impatients de détourner le regard. Témoin silencieux d'une injustice profonde et discrète qui se jouait sous les branches festives du gui et du pin. L'air autour de Ming semblait crépiter d'une tension inexprimée, un vase fragile contenant tous ses espoirs et son désespoir silencieux. Silas, après avoir réussi à se débarrasser d'un lot de cuillères en bois mal fabriquées, revint enfin vers le seul article à 4 feuilles qui n'avait pas encore trouvé preneur. Il croisa brièvement le regard de Joshua, et une lueur de surprise passa sur le visage du commissaire-priseur avant qu'il n'affiche un sourire étrange. Et enfin, mais certainement pas des moindres, annonça Silas, d'une voix qui avait perdu son enthousiasme initial. Il nous reste encore cette offre unique. Y a-t-il des enchères pour les tisanes et les pâtisseries? Il ne précisa pas qui en était le propriétaire. Ce n'était pas nécessaire. Tout le monde le savait. Le silence qui suivit fut encore plus assourdissant qu'auparavant, empreinte d'une tension inconfortable, comme si toute la salle retenait collectivement son souffle, attendant l'inévitable rejet final. Ming sentit une peur familière s'insinuer dans ses os. Anticipant le geste sec de la main, la déclaration publique finale annonçant que sa modeste offre, et par extension elle-même, n'avait absolument aucune valeur. Son regard était fixé sur un nœud dans le bois brut du sol, traçant ses motifs complexes, tout pour éviter de croiser les yeux compatissants ou méprisants des habitants du village réunis. Son cœur battait lentement et lourdement contre ses côtes. Chaque battement était un coup douloureux contre le mur de sa résilience silencieuse. Elle s'y attendait, s'y était préparée, mais la douleur n'en était pas moins vive, l'humiliation non moins aiguë. C'était une blessure familière, qui se rouvrait chaque année, chaque offre pleine d'espoir étant accueillie par le même silence glacial. Une vague d'épuisement la submergea,
une lassitude qui dépassait les exigences physiques de sa vie misérable et atteignait le cœur même de son âme. Alors que Silas s'apprêtait à abattre son marteau pour mettre enfin un terme à son agonie prolongée, une voix claire et ferme rompit le silence pesant. 5 $. Ces mots, simples et sans fioriture, résonnèrent dans la salle avec la force d'un coup de tonnerre. Toutes les têtes se tournèrent, tous les regards se posèrent sur Joshua, qui se tenait près du fond de la salle, le regard fixe, inébranlable, dirigé non pas vers Silas, mais vers Ming. L'audace même de faire une offre sur ce panier, et pour une telle somme, sembla momentanément paralyser la foule dans un silence absolu. 5 $ était un prix respectable. Même pour le panier le plus convoité, une somme généreuse qui témoignait d'une intention sincère et non d'une aumône caritable. Ming leva lentement la tête, les yeux écarquillés d'incrédulité, et croisa enfin celui de Joshua. Il n'y avait là ni pitié, ni condescendance, seulement une détermination tranquille qui semblait dissiper l'atmosphère oppressante de la salle. Il n'avait pas détourné le regard, n'avait pas bronché face à la désapprobation collective qui semblait désormais peser non pas sur elle, mais sur lui. Silas, visiblement troublé, balbutia. 5 fois 5 $ pour ce panier. Son regard oscillait entre celui imperturbable de Joshua et le visage stupéfait de Ming. La question restait en suspens, à la fois défi et accusation. Joshua se contenta d'acquiescer. Un mouvement léger, presque imperceptible, mais qui avait le poids d'une conviction inébranlable. Oui, 5 $. Sa voix était basse, mais elle portait clairement, résonnant avec une autorité tranquille qui ne souffrait aucune discussion. Ming sentit une chaleur soudaine et inexplicable fleurir dans sa poitrine, chassant une partie du froid débilitant. C'était une sensation étrange et inconnue, une lueur de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis très longtemps. De l'espoir, son panier contenant le ginseng soigneusement séché, l'anis étoilé piquant, le gingembre finement moulu et le petit pain tressé de sa recette spéciale à base de patates douces semblait soudainement rayonner d'une signification tranquille et indéniable. Ce n'était pas seulement un ensemble d'ingrédients, c'était une extension de son être même, de son héritage, de son esprit indomptable. Et maintenant, quelqu'un, cet éleveur discret au regard assuré, avait vu sa valeur, l'avait affirmée contre le courant de tous ceux qui avaient refusé de reconnaître son existence. Le moment s'étira, chargé d'une émotion inexprimée, un pont fragile se formant au-dessus du gouffre des attentes et des préjugés, ancré par un acte simple et profond de défi silencieux. Silas, après un moment de silence stupéfait, retrouva enfin sa voix, bien qu'elle fût un peu faible. 5 $. Une fois, deux fois. Vendu au fermier pour 5 $. Le marteau tomba avec un bruit sourd et décisif qui résonna de manière inattendue dans la salle soudainement silencieuse. Ce n'était pas le son habituel d'une enchère réussie. C'était plutôt comme un point final à un événement qui avait défié toutes les attentes. Un murmure parcourut la salle, un bourdonnement de curiosité et de jugement à peine voilé, dirigé avec la même intensité vers Ming et Joshua. Mais le rancher ne leur prêta aucune attention. Il s'avança, sans se presser, les yeux rivés sur Ming. Elle le regarda s'approcher, le souffle coupé, un étrange mélange d'appréhension et d'une chaleur nouvelle et inconnue tourbillonnant en elle. Lorsqu'il l'eut rejointe, il tendit une main calleuse tenant un billet de 5 $ tout neuf. Le papier était usé, adouci par d'innombrables échanges. Pourtant, à ses yeux, il brillait d'une lumière radieuse, presque sacrée. C'était plus qu'une simple monnaie. C'était une reconnaissance tangible, une preuve de valeur, là où seul le mépris existait quelques instants auparavant. Ses doigts, encore légèrement tremblants, se tendirent et prirent doucement le billet. Le bref contact de leur peau lui procura un choc surprenant, une connexion fugace qui semblait profonde dans son caractère inattendu. Leurs regards se croisèrent à nouveau, et dans cet échange silencieux, une conversation tacite s'engagea. Elle vit une lueur de compréhension, peut-être même de compassion, dans son regard bleu profond, et elle espéra qu'il voyait sa gratitude, sa surprise tranquille, l'éclosion fragile de quelque chose qui ressemblait à du soulagement dans son propre regard. Sa gorge était serrée, et l'émotion l'empêchait de prononcer le moindre mot. Elle voulait le remercier, exprimer la profondeur de ce que son simple geste avait signifié, mais les mots étaient coincés, étouffés par des années de solitude tacite
et la sensation soudaine et écrasante d'être vu. Joshua, sentant sa lutte, lui fit un petit signe de tête presque imperceptible. Merci pour le panier, dit-il d'une voix basse et calme, un murmure discret qui n'était destiné qu'à ses oreilles au milieu du brouhaha ambiant. Il a l'air bien. Il fit une pause, son regard s'attardant un instant sur l'humble panier tressé qui avait désormais pris une signification inattendue. Il ne s'étendit pas, ne ressentant pas le besoin de justifier ses actions auprès d'elle ou des spectateurs. Ses mots étaient simples, sincères et dépourvus de toute prétention, contrastant fortement avec la charité théâtrale des autres habitants de la ville. Ming répondit par un petit signe de tête hésitant, une affirmation silencieuse de son acceptation. Elle le regarda prendre délicatement le panier, ses grandes mains étonnamment douces lorsqu'il en saisit l'aisance. Il se retourna et se dirigea vers la sortie, le billet de 5 $ serré dans la main de Ming, ses bords s'enfonçant presque dans sa paume. Son poids était considérable, une ancre physique dans un monde qui, quelques instants auparavant, lui semblait à la dérive. Alors que Joshua disparaissait derrière la lourde porte, laissant derrière lui un souffle d'air froid dans le hall, Ming se retrouva à nouveau seul. Mais cette fois, la solitude était différente. Ce n'était plus le poids écrasant du rejet public, mais un espace calme et contemplatif, rempli de l'écho de ses pas et de la sensation persistante de sa présence. Les habitants de la ville recommencèrent à bavarder, leurs voix s'élevant lentement alors qu'ils assimilaient cet événement inhabituel. Certains fixaient Ming, une nouvelle curiosité dans les yeux, teintée peut-être d'un soupçon de malaise ou même d'un respect tardif. D'autres chuchotaient entre eux, analysant sans doute l'acte inexplicable de Joshua, mais Ming les remarquait à peine. Son attention était tournée vers la petite braise chaude qui s'était allumée dans son cœur, une étincelle qui avait été absente pendant si longtemps et qui scintillait maintenant d'une lumière timide et fragile. Le froid extérieur l'appelait toujours. La longue marche jusqu'à la maison l'attendait, mais le chemin devant elle semblait un peu moins sombre, un peu moins désolé, illuminé par la lueur inattendue d'une gentillesse solitaire et silencieuse. L'air glacial à l'extérieur de la salle mordait les joues exposées de Ming, mais elle le sentait à peine, serrant toujours le billet de 5 $ comme s'il s'agissait d'un être vivant délicat. Chaque pas qu'elle faisait pour s'éloigner de la foule bruyante et bavarde semblait d'alléger le fardeau invisible qu'elle portait depuis si longtemps, même si le poids des événements de la journée pesait encore lourdement sur elle. Le soleil couchant peignait le ciel occidental de teintes violettes et orange vif, formant une toile de fond spectaculaire pour son retour tranquille et solitaire à la maison. Elle marchait le long du chemin enneigé, le crissement familier de ses bottes sur la terre gelée étant la seule bande sonore de ses pensées tourbillonnantes. L'image de Joshua, son regard assuré, sa présence calme et inébranlable, se rejouait dans son esprit comme une scène de rêve. Il n'avait pas acheté son panier par pitié. Elle en était certaine. Il y avait une dignité dans son geste, un profond respect qu'elle n'avait rencontré chez personne à Harmony Gulch depuis son arrivée. Pas depuis que son mari était décédé, la laissant seule dans un pays qui semblait la rejeter à chaque instant. Ses pensées revinrent au panier lui-même, dont le contenu simple était désormais imprégné d'une nouvelle signification. Les herbes séchées soigneusement cueillies et préparées, le pain spécial, une recette transmise de génération en génération. C'étaient là les expressions tangibles de sa résilience, de sa détermination tranquille, non seulement à survivre, mais aussi à conserver une partie de son héritage, son âme même, dans un monde qui exigeait la conformité. Et lui, le rancher discret, avait en quelque sorte vu au-delà des apparences, reconnu les histoires tacites tissées dans la trame de son offrande. Il avait payé pour quelque chose de plus que de simples ingrédients. Il avait payé pour sa dignité, pour sa valeur, pour un moment fugace de connexion humaine qui transcendait les dures réalités des préjugés et de l'isolement. Les 5 $ dans sa main lui semblaient substantiels, une véritable aubaine qui lui permettrait d'acheter de précieuses provisions, de l'huile pour la lampe, un petit sac de farine, peut-être même quelques nouvelles graines pour son jardin de printemps. Mais plus que le bénéfice matériel, c'était le sentiment que cela représentait. Le sentiment d'être reconnu qui la nourrissait vraiment. C'était une bouée de sauvetage lancée dans une mer de solitude, une gentillesse inattendue qui lui murmurait des possibilités. Alors qu'elle s'approchait de sa petite cabane isolée, d'où s'échappait paresseusement un filet de fumée, un sentiment d'espoir prudent commença à se déployer en elle.
La cabane, qui était habituellement un refuge contre l'indifférence de la ville, lui semblait souvent être une prison de solitude. Ce soir-là, cependant, elle semblait offrir un refuge différent, un endroit où elle pouvait enfin déballer cet étrange et magnifique cadeau d'humanité inattendu. De retour à Harmony Gulch, les ragots allaient de bon train avec une vigueur inhabituelle. À l'intérieur du magasin général, Madame Henderson, encore tout émue par le succès de son châle, se pencha vers Madame Gable d'un air complice. Avez-vous déjà vu une chose pareille? Murmura-t-elle, la voix à peine contenue. 5 $ pour ce panier, et lui, le rancher, un homme discret, qui ne gagnait jamais pour de telles démonstrations. Madame Gable acquiesça d'un air sage. Joshua est toujours resté discret. Mais payer un tel prix pour son panier, ça donne à réfléchir, n'est-ce pas? Les habitants de la ville, habitués à leur hiérarchie tacite et à leurs préjugés, avaient du mal à concilier les actions de Joshua avec leur compréhension établie du monde. C'était une anomalie, une perturbation de leur récit confortable, et ils s'y attardaient comme sur une épine gênante. Certains ont considéré cela comme un moment d'égarement, une excentricité de la part d'un homme déjà solitaire. D'autres, cependant, ont ressenti un léger pincement de conscience, un défi silencieux à leur propre indifférence collective. L'incident allait faire des vagues à Harmony Gulch pendant des jours, modifiant les perceptions, même de manière subtile. Pour Ming, seule dans sa cabane, la lueur d'espoir s'est transformée en une petite flamme constante. Elle alluma une seule bougie, dont la douce lueur illuminait les murs rugueux en hunède. Le billet de 5 $ reposait sur sa petite table en bois, témoignage silencieux d'une gentillesse qui avait comblé le fossé, lui laissant un sentiment de connexion, un lien d'appartenance dont elle ignorait avoir désespérément besoin, et une anticipation calme et profonde de ce que la nouvelle année pourrait apporter. L'hiver s'intensifia, resserrant son emprise sur Harmony Gulch, transformant le monde en un paysage austère, blanc et gris. Pour moi, cependant, un changement subtil s'était produit, une chaleur allumée par ce simple geste de gentillesse lors de la vente aux enchères de Noël. Le billet de 5 $, soigneusement plié et glissé dans une petite pochette brodée qu'elle gardait près d'elle, était un rappel constant et tangible du geste de Joshua. Ce n'était pas seulement l'argent, c'était la validation qu'il représentait. Une affirmation silencieuse que son existence, ses offrandes, avaient de la valeur dans un monde qui les avait si longtemps niés. Elle se surprit à marcher avec un peu plus de détermination, le regard légèrement levé du sol enneigé, croisant les regards des habitants de la ville avec une nouvelle et subtile défiance plutôt qu'avec un retrait immédiat. Les chuchotements la suivaient toujours, bien sûr, mais ils semblaient désormais avoir une résonance différente, teintée d'une curiosité perplexe quant à l'action singulière du rancher. L'incident de la vente aux enchères était devenu une légende discrète, une histoire qui circulait autour du poêle à bois du magasin général, disséquée et réexaminée, dans le but de trouver une explication logique à un acte qui défiait leurs préjugés profondément enracinés. Pour moi, le changement le plus significatif était interne. Le poids écrasant de la solitude, compagnon constant depuis son arrivée dans cette terre impitoyable, semblait un peu plus léger. Ses routines quotidiennes, autrefois accomplies avec une résignation calme et lasse, étaient désormais empreintes d'une légère lueur d'espoir. Elle continuait à s'occuper de son petit jardin, même sous son manteau de neige, planifiant mentalement le printemps, ses mains effleurant la terre gelée avec un sentiment renouvelé de connexion. Un après-midi frais, alors qu'elle revenait du puits communal, ses seaux en bois lourd d'eau glacée, elle l'aperçut. Joshua chevauchait son cheval, un robuste bay au pelage épais, et traversait lentement la périphérie de la ville, se dirigeant vers les plaines ouvertes au-delà. Il était seul, comme toujours, silhouette solitaire se découpant sur le vaste ciel pâle. Leurs chemins se croisèrent près de la lisière d'une pinède enneigée. Il retint son cheval, dont le souffle formait des volutes dans l'air froid. Ming s'arrêta, ses seaux lourds contre ses cordes, l'eau glacée clapotant faiblement. Pendant un long moment, ils se regardèrent simplement, le silence entre eux chargé de sens tacites, un langage silencieux passant entre deux âmes habituées à la solitude. Ses yeux, de la couleur d'un ciel d'hiver, avaient une profondeur qu'elle trouvait à la fois troublante et étrangement réconfortante. Il n'y avait aucune gêne dans son regard, aucun jugement, seulement une présence stable et tranquille.
Bonjour Ming, dit-il d'une voix grave qui portait clairement dans l'air vif. C'était la première fois qu'elle l'entendait prononcer son nom, et cela lui semblait être un petit cadeau précieux, un pont entre eux. Elle parvint à esquisser un petit sourire hésitant, les muscles de son visage peu habitués à cette expression. Bonjour Joshua, répondit-elle d'une voix douce, un peu essoufflée. Elle aurait voulu en dire plus, exprimer la gratitude qui gonflait son cœur, mais les mots lui échappaient encore, pris entre son émotion profonde et ses années de silence prudent. Il hocha légèrement la tête. L'été était bon, dit-il, le regard fixe. Et le pain, mon cuisinier n'a jamais réussi à faire quelque chose de comparable. Un sourire sincère, fugace mais indéniable, effleura les coins de ses lèvres. C'était un simple compliment, mais pour Ming, c'était le plus grand des éloges, une reconnaissance des efforts et du cœur qu'elle avait mis dans son offre. Cette reconnaissance lui procura une nouvelle vague de chaleur, une satisfaction tranquille qui s'installa au plus profond d'elle-même. Il ne s'attarda pas, se contentant d'un autre petit signe de tête, geste de respect discret, avant d'encourager doucement son cheval à avancer et de disparaître dans le vaste paysage enneigé. Ming le regarda s'éloigner, un seul panache blanc s'élevant des naseaux de son cheval jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'une silhouette lointaine. L'eau dans ses seaux lui semblait plus légère à présent, et ses pas étaient empreints d'une nouvelle légèreté. Le froid était toujours mordant, mais la chaleur qui l'habitait semblait le repousser. Une petite flamme résistante face à l'hiver qui approchait, rayonnant d'une joie inattendue et tranquille. Cette rencontre, aussi brève et discrète fut-elle, avait approfondi le lien qui les unissait, tissant entre eux une compréhension silencieuse, un lien fragile mais puissant dans la beauté désolée du paysage hivernal. Le bref échange sans prétention entre Ming et Joshua devint une pierre angulaire silencieuse dans le tissu de sa vie. À partir de ce jour, leurs chemins semblèrent se croiser avec une régularité tranquille, non pas par arrangement préalable, mais par les courants imprévisibles de leur vie séparée dans cette terre vaste et peu peuplée. Parfois, c'était un bref signe de tête lorsqu'il passait devant sa petite cabane pour aller inspecter ses clôtures dans les champs lointains, une reconnaissance silencieuse qui en disait long. D'autres fois, c'était une rencontre plus substantielle, mais toujours discrète, à Harmony Gulch, peut-être devant le magasin général, où ils échangeaient quelques mots polis sur le temps ou la santé de son troupeau. Toujours menés avec une dignité tranquille qui semblait créer un espace de respect autour d'eux, imperméable aux regards et aux chuchotements des habitants de la ville. La communauté, toujours attentive aux changements subtils dans son paysage social, remarqua ces rencontres. La perplexité initiale suscitée par l'enchère de Joshua s'est lentement transformée en une vague de spéculation et, dans certains milieux, en une désapprobation à peine voilée. Madame Henderson, dont le visage était habituellement le reflet de joyeux commérages, arborait désormais un air de consternation chaque fois que Ming et Joshua étaient vus ensemble. Ce n'est tout simplement pas convenable, confiait-elle à Madame Gable, d'une voix feutrée mais ferme. Un homme de son rang et elle, le elle tacite, portaient le poids de tous leurs préjugés collectifs et de leur xénophobie. Pourtant, Joshua semblait totalement inconscient de leur jugement, ou peut-être simplement indifférent. Il se comportait avec une autorité innée, un homme profondément enraciné dans la terre, dont les valeurs avaient été forgées par les dures réalités de la nature plutôt que par les opinions changeantes d'une petite ville. Sa force tranquille était un bouclier qui protégeait Ming, peut-être sans le vouloir, des pics acérés de leur désapprobation. Ming, pour sa part, trouva une force inattendue dans ses interactions. La peur qui avait autrefois assombri chacun de ses pas commença à s'estomper, remplacée par un sentiment croissant de confiance tranquille. Elle commença à se voir non pas comme une présence étrangère, mais comme une femme reconnue, acceptée et même, d'une manière profonde et tacite, défendue. Les gestes discrets de gentillesse de Joshua avaient réveillé quelque chose en elle, une résilience endormie qui commençait maintenant à s'épanouir. Elle a même commencé à faire de petits pas délibérés pour combler le fossé qui la séparait de quelques habitants plus réceptifs, en leur offrant de petits bouquets d'herbes séchées de son jardin ou en partageant un pain aux épices soigneusement préparées, toujours avec une grâce discrète et sans prétention. Ces gestes furent accueillis avec plus ou moins d'acceptation, certains restant hésitants, d'autres les accueillant avec réserve. Mais c'était un début,
une fragile fissure dans le mur de leur indifférence collective. Un jour de printemps venteux, alors que la neige fondait dans ruisselets boueux et que les premières pousses vertes courageuses perçaient la terre en dégel, Ming s'occupait de sa petite parcelle de terre lorsque Joshua arriva à cheval et mit pied à terre avec ses mouvements mesurés habituels. Il tenait dans sa main une petite boîte en bois finement sculptée, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Il la lui tendit, le regard fixe. « J'ai trouvé ça, » dit-il d'une voix basse. « J'ai pensé que ça pourrait vous être utile. » À l'intérieur de la boîte se trouvaient plusieurs petites pierres lisses, chacune d'une couleur différente, polies par les courants de la rivière, parfaites pour broyer des herbes. C'était un cadeau simple, mais incroyablement attentionné, une offrande pratique qui correspondait parfaitement à son travail solitaire et à son dévouement discret. Ming tendit la main, ses doigts s'effleurant la surface lisse des pierres, une vague d'émotion lui serrant de la gorge. C'était un autre fil tissé silencieusement dans la tapisserie de leur compréhension grandissante. « Merci », parvint-elle à dire, la voix chargée de gratitude. « Elles sont magnifiques. » Un sourire discret, rare mais profondément sincère, effleura les lèvres de Joshua. Dans ce moment partagé, entouré par la terre qui se réveillait et l'immensité silencieuse du paysage, une nouvelle forme de floraison, plus résistante que n'importe quelle fleur printanière, commença à s'épanouir entre eux, témoignant de la puissance durable des liens humains, forgés dans le silence entre les mots et la compréhension partagée d'un monde rude mais magnifique. La paix fragile qui s'était installée entre Ming et Joshua, nourrie par leur compréhension tacite, n'était pas destinée à durer sans être perturbée. Harmony Gulch, malgré son charme tranquille, était également un creuset de préjugés latents, et la vue des attentions subtiles que les éleveurs réservés portaient à la veuve chinoise était devenue une irritation lancinante pour certains. Le catalyseur de la tempête qui se préparait arriva sous la forme de Jedediah Stone, un homme dont la fortune avait été amassée grâce à des transactions foncières douteuses et dont le pouvoir était exercé d'une main de fer. Jedediah possédait une partie importante des pâturages bordant le ranch de Joshua, et il convoitait depuis longtemps les terres prospères de Joshua. Il considérait la gentillesse discrète de Joshua envers Ming non pas comme une vertu, mais comme une faiblesse, une faille dans l'armure d'un adversaire par ailleurs redoutable. Un après-midi étouffant d'été, au plus fort de la saison sèche, un petit canal d'irrigation soigneusement entretenu qui alimentait en eau le petit jardin de Ming, véritable bouée de sauvetage dans ce paysage aride, fut délibérément saboté. L'eau indispensable à ces herbes médicinales soigneusement cultivées et à son maigre potager commença à s'écouler inutilement dans la terre desséchée, menaçant de détruire le travail minutieux de toute une année. Ming découvrit les dégâts lors de sa tournée matinale, le cœur serré à chaque trou béant dans le fossé en argile. Elle savait avec une certitude effrayante qu'il ne s'agissait pas d'un accident. Les coupures étaient trop précises, trop malveillantes. Sa première réaction fut une vague familière de désespoir, un sentiment d'impuissance totale face à des forces invisibles qui semblaient déterminées de la chasser. Elle travailla sans relâche pour colmater les fuites avec de la boue et des pierres, les mains à vif et endolories, mais les dégâts étaient trop importants pour qu'elle puisse les réparer seule. La nouvelle du sabotage du fossé parvint à Joshua, non pas par une plainte directe de Ming, trop fière pour demander de l'aide, mais par les chuchotements discrets et complices dans le magasin général. Il se rendit à sa cabane, le menton levé, le regard furieux, comme Ming ne l'avait jamais vu auparavant. Il examina les dégâts, observant sa posture épuisée, la futilité de ses efforts et la mort lente et douloureuse de ses précieuses plantes. « Ce n'est pas l'œuvre de la nature », déclara-t-il d'une voix basse et menaçante, contrastant fortement avec son attitude habituellement calme. Ming se contenta d'acquiescer, les yeux baissés, la honte de sa vulnérabilité pesant lourdement sur elle. « Je sais », murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Joshua s'agenouilla près du fossé endommagé, examinant les coupures délibérées. « Jedediah », marmonna-t-il en serrant le poing, « il te considère comme un moyen de m'atteindre. » C'était une vérité crue et sans farde qui mettait à nu le côté sombre des préjugés de la ville, utilisant Ming comme un pion dans un jeu plus vaste de pouvoir et d'intimidation. Pendant un instant, la vieille peur menaça de submerger Ming, l'instinct de battre en retraite, de se replier sur elle-même et d'endurer. Mais alors elle regarda Joshua,
la détermination inébranlable dans ses yeux, la rage silencieuse qui brûlait sous son apparence calme. Elle ne vit pas de pitié, mais une colère féroce et protectrice qui était dirigée contre l'injustice et non contre elle. Un nouveau sentiment s'éveilla en elle, une défiance tranquille qui prit de vie. « Je ne partirai pas », dit-elle d'une voix faible mais ferme, en croisant son regard. « C'est ici chez moi maintenant. » L'expression de Joshua s'adoucit légèrement, une lueur d'admiration dans les yeux. Il se leva. « Alors nous allons arranger ça, déclara-t-il d'une voix ferme, ne laissant aucune place à la discussion. Et nous ferons en sorte que cela ne se reproduise plus. » C'était une déclaration de solidarité, une promesse de résistance commune contre la cruauté qui cherchait à la briser. À ce moment-là, entourée de plantes mourantes et de terre brisée, Ming ressentit une vague de force qu'elle ne se savait pas posséder, un courage tranquille né du soutien indéfectible d'un homme qui voyait sa valeur, et non sa différence, et un sentiment profond qui allait changer sa vie de ne pas être seul dans son combat. La confrontation, bien que silencieuse et stratégique, commença dès le lendemain matin. Joshua arriva à la cabane de Ming avec 2 de ses ouvriers agricoles les plus fidèles, des hommes expérimentés dont la loyauté à son égard était incontestable. Ils apportèrent des outils, du bois et une détermination qui semblait rayonner de leur efficacité tranquille. Sous la direction de Joshua, ils commencèrent à réparer systématiquement le canal d'irrigation endommagé, travaillant à un rythme méthodique qui témoignait de leur expérience et de leur détermination. Ming, qui hésitait au départ à accepter une aide aussi importante, comprit rapidement qu'il ne s'agissait pas de charité, mais d'une déclaration, d'une affirmation visible de protection. Elle travailla à leur côté, les mains encore endolories par ses précédentes tentatives, bougeant avec une vigueur renouvelée, déblayant les débris, mélangeant la boue et alignant soigneusement les nouvelles sections du canal. Le travail physique était une bombe, un moyen de canaliser le regain d'énergie qui coulait dans ses veines. La nouvelle de l'intervention de Joshua se répandit comme une traînée de poudre à Harmony Gulch, parvenant aux oreilles de Jedediah Stone, avant même que la dernière section du canal ne soit réparée. Furieux d'avoir été contrarié, Jedediah tenta d'aggraver la situation en proférant des menaces voilées et en répandant des rumeurs malveillantes sur la personnalité de Joshua et ses alliances non conventionnelles. Il tenta même de rallier certains des habitants les plus préjugés contre Joshua, le décrivant comme un homme qui se souciait davantage d'un étranger que des véritables habitants de Harmony Gulch. Mais Jedediah avait sous-estimé la force tranquille de Joshua et le profond respect qu'il inspirait à ses pairs. Lorsque Joshua, le regard déterminé, a confronté Jedediah publiquement devant le saloon, non pas avec violence, mais en affirmant calmement et sans faiblir ses droits, et en l'avertissant clairement de ne plus harceler Ming, les habitants de la ville ont été témoins d'un autre type de pouvoir. Joshua exposa les faits, impliquant Jedediah dans le sabotage sans élever la voix, sa conviction tranquille étant plus puissante que n'importe quelle accusation criée. Il parla de l'importance de la communauté, de l'équité, et rappela subtilement à Jedediah les règles tacites de la frontière, où l'autonomie et le respect mutuel, et non la cruauté mesquine, étaient les véritables piliers de la survie. La confrontation, bien que brève, fut définitive. Jedediah, habitué à intimider et à fanfaronner, se retrouva face à un homme qui ne céderait pas. Un homme dont la détermination tranquille était inébranlable. Face au regard inébranlable de Joshua et au soutien subtil mais indéniable de nombreux spectateurs, même ceux qui nourrissaient des préjugés, la bravade de Jedediah s'effondra. Il battit en retraite, le visage masqué par une rage contrariée, mais comprenant silencieusement que sa tactique avait échoué. Cet incident marqua un tournant pour Harmony Gulch. Si certains préjugés profondément enracinés à l'égard de Ming subsistaient, la défaite de Jedediah et la position résolue de Joshua eurent un impact profond. Le fait de défendre Ming publiquement, non par pitié, mais par sens évident de la justice et par respect profond, obligea beaucoup de gens à réévaluer leurs propres préjugés. Le rapport de force avait changé discrètement, mais irrévocablement. Pour Ming, le changement le plus significatif était interne. Elle avait affronté les forces de la malveillance et des préjugés, non pas seule, mais avec le soutien indéfectible de Joshua.
Cette expérience avait forgé en elle une nouvelle forme de résilience, une force tranquille qui émanait d'un nouveau sentiment d'appartenance. Le fossé soigneusement réparé, qui coulait désormais librement avec une eau vivifiante, était plus qu'un simple système d'irrigation. Il était le symbole de sa présence durable, de sa place légitime sur cette terre, protégé par un allié inattendu dont la force tranquille était devenue son bouclier. L'été finit par céder la place aux journées dorées et fraîches de l'automne, puis au silence feutré et plein d'attente d'un autre hiver qui approchait. Le fossé continuait de couler, témoignant de l'intervention de Joshua et de l'esprit inflexible de Ming. L'incident avec Jedediah Stone avait en effet été un tournant, s'inscrivant dans la mémoire collective de Harmony Gulch. Si des murmures continuaient parfois à circuler, ils n'étaient plus alimentés par une malveillance débridée, mais par un respect réticent, ou peut-être un malaise latent face à la perturbation de leur ordre établi. La présence de Ming dans la communauté, autrefois tolérée avec une froide distance, avait désormais un poids différent. Les gens lui faisaient parfois un signe de tête dans la rue. Certains lui adressaient même un sourire timide. Madame Henderson, toujours encline au commérage, incluait désormais le nom de Ming dans ses histoires, non pas avec dédain, mais avec une certaine admiration prudente, parlant de la veuve chinoise dans le ranch avec un ton qui frôlait la fascination. Elle avait même acheté un petit paquet d'herbes séchées de Ming un après-midi, un signe discret, presque imperceptible, d'acceptation. La relation entre Ming et Joshua continuait de s'approfondir, se déroulant au rythme lent et tranquille des saisons. C'était un lien fondé sur des silences partagés, des regards compréhensifs et l'affirmation silencieuse d'un respect mutuel. Il passait souvent à cheval devant sa cabane, s'arrêtant pour l'observer s'occuper de son jardin ou réparer une clôture, descendant parfois de cheval pour lui donner un coup de main. Ses grands doigts calleux travaillaient aux côtés de ses doigts plus petits et plus agiles. Leurs conversations restèrent simples, axées sur les aspects pratiques de la Terre, les changements climatiques, les besoins de leurs animaux, mais sous la surface, un langage profond et tacite du cœur se tissait. Il n'y avait pas de grandes déclarations, pas de gestes romantiques grandioses au sens conventionnel du terme. Leur histoire d'amour était gravée dans la cadence régulière de leur existence commune, dans les actes discrets de loyauté et dans la croyance inébranlable en la bonté inhérente de l'autre. C'était un amour né de l'adversité et de la résilience acquise grâce à une dignité tranquille et un soutien indéfectible, reflétant le paysage vaste et spectaculaire qui les entourait. Un soir de fin d'automne, alors que les premiers flocons de neige commençaient à danser dans le crépuscule, Joshua descendit de cheval devant sa cabane, son souffle formant des volutes dans l'air froid. Ming remuait une marmite de ragoût parfumée sur son petit foyer, l'odeur du gingembre et des herbes sauvages emplissant l'espace confortable. Il ne parla pas immédiatement, se contentant de rester debout près de la porte, sa silhouette encadrée par le crépuscule qui s'intensifiait. Ming se retourna, le regard doux, rencontrant son regard fixe. Les années de solitude, de douleur inexprimée, semblaient s'évanouir à cet instant, remplacées par une certitude calme et profonde. Il la regarda, la vit vraiment, non pas comme la veuve chinoise ou l'étrangère, mais comme la femme qui avait affronté un monde impitoyable avec une force inébranlable, la femme dont la dignité tranquille résonnait avec la sienne. L'hiver arrive, dit-il d'une voix basse, avec une chaleur qui avait été absente pendant si longtemps. Il fait froid ici tout seul. Ce n'était pas une question, mais une invitation, une offre douce de chaleur partagée, de fardeau partagé, d'un avenir partagé. Le regard de Ming chercha le sien, y trouvant non seulement de l'affection, mais aussi un profond respect. Un petit sourire sincère effleura ses lèvres, une fleur radieuse dans la lumière vacillante du feu. « Oui, murmura-t-elle, sa voix remplie d'un espoir calme et profond qui faisait écho au sentiment de sa proposition tacite. C'est vrai. C'était une acceptation, simple et honnête, l'aboutissement de deux vies qui convergeaient, non pas à travers le spectacle, mais à travers la puissance calme et durable du lien humain. Une promesse sincère gravée dans le contexte d'une frontière impitoyable, mais magnifique. Les années qui suivirent se déroulèrent au rythme régulier et rassurant des saisons, chacune apportant ses propres défis et triomphes, consolidant le lien discret entre Ming et Joshua.
Leur union non conventionnelle et née d'une résilience partagée devint un témoignage de la puissance durable des liens humains dans les vastes étendues souvent solitaires de la frontière. Le ranch de Joshua, autrefois un domaine solitaire, bourdonnait désormais d'une chaleur différente. La présence de Ming tissait une tapisserie complexe de domesticité et de détermination tranquille. Son petit jardin d'herbes aromatiques fleurissait près de la cabane principale. Ses verres vibrants et ses parfums aromatiques constituaient une défi silencieux contre le paysage hostile. Et son pain épicé devint un aliment de base très apprécié. Son arôme riche flottait souvent à travers la propriété. Elle s'adapta au rythme de la vie au ranch avec une grâce innée. Ses observations étaient pertinentes, ses mains habiles, apportant une efficacité tranquille à leur existence commune. Les premières années de leur vie commune ne furent pas sans difficulté, tant en raison des dures réalités de la terre que du scepticisme persistant de certains habitants de la ville. Mais la loyauté inébranlable de Joshua et la force tranquille de Ming créèrent autour d'eux une forteresse impénétrable. Il la soutenait toujours avec le calme qui le caractérisait, défendant son honneur avec une conviction inébranlable lorsque cela était nécessaire, et se contentant d'être présent avec une détermination inébranlable dans tous les autres moments. Son amour était solide et sincère, fondé sur le travail partagé, le respect mutuel et une profonde compréhension qui transcendait les mots. Ming, quant à elle, apportait une douceur et une bienveillance à son monde souvent austère, adoucissant les contours de son existence solitaire par son affection discrète et son soutien indéfectible. Leur maison devint un refuge, un sanctuaire où ils trouvèrent la sécurité et le sentiment d'appartenance qu'ils méritaient. Au fil du temps, la communauté de Harmony Gulch commença à changer d'avis. La curiosité et les préjugés initiaux ont lentement cédé la place à une admiration réticente, puis, pour beaucoup, un respect sincère. Ils voyaient Ming non seulement comme la veuve chinoise, mais aussi comme la femme de Joshua, une femme d'une force tranquille et d'une habileté remarquable, dont la présence avait apporté un sentiment palpable de paix et de prospérité au ranch. Ils étaient témoins de la dévotion inébranlable qui les unissait, de l'harmonie tranquille de leur vie et des changements positifs subtils qui semblaient émaner de leur union. Les enfants des ranchs voisins, libérés des préjugés initiaux de leurs parents, s'arrêtaient parfois dans le jardin de Ming, fascinés par ses herbes colorées et intrigués par son comportement doux. Elle leur offrait de petites friandises ou une tisane apaisante pour soigner leurs genoux écorchés. Sa gentillesse abattait peu à peu les murs persistants de la différence. Leur histoire, une romance qui s'est lentement développée dans le contexte difficile de la frontière, est devenue une légende chuchotée, témoignant de l'idée que l'amour et le respect peuvent véritablement combler n'importe quel fossé. Joshua et Ming, désormais plus âgés, leurs visages marqués par les rides d'une vie bien remplie, s'asseyaient souvent ensemble sous le porche de leur cabane, regardant le soleil plonger sous l'horizon, peignant le ciel de teintes spectaculaires dorées et violettes. Le silence entre eux n'était pas vide, mais plein, riche des souvenirs des épreuves partagées et des triomphes mérités, d'un amour qui avait défié les attentes et les préjugés. Leurs mains se rencontraient parfois, la sienne colleuse, la sienne plus douce, mais tout aussi capable. Un contact simple et profond qui témoignait d'une vie de dévouement inébranlable. Le monde extérieur à leur ranch pouvait encore être empreint de préjugés et de cruauté, mais dans les limites de leur vie commune, ils avaient trouvé un triomphe tranquille, une paix durable et un sentiment profond et durable d'appartenance qui leur était propre. Une flamme résistante face à l'immensité indifférente de l'œil.